Je crois qu'il me fallait malheureusement à moi quelque chose d'aussi trash pour m'amener à me remettre en question comme je le fais maintenant. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maëlle. Maëlle, la danseuse orientale au sourire craquant. Maëlle, cette femme solaire qui rayonne partout où elle va. On est ébloui dans tous les sens du terme quand on rencontre Maëlle. Non mais vraiment, c'est un rayon de soleil, une passionnée, une amoureuse de la vie avec un sourire quasi permanent. À l'entendre, on a presque l'impression que c'était de la gnognotte son cancer. Un petit cancer de rien du tout. Tout d'abord, il n'y a pas de petit cancer. Ni de petit cancer de rien du tout, ça n'existe pas. Et ce n'était vraiment pas rien tout ce qu'elle a vécu. Mais c'est sa manière d'aborder les choses qui est étonnante. 38 ans, un enfant de 2 ans et demi qu'elle allaitait encore, et paf, cancer du sein agressif. Une danseuse orientale passionnée et qui en a fait son métier, qui perd un sein et ses cheveux. C'est dur quand même. Elle a eu la totale, ablation avec reconstruction immédiate, œdème et rebelote sur le billard, 2 opérations en 24 heures et des douleurs sans nom. L'annonce du cancer au tout début du confinement, on ne savait pas trop bien ce qu'il en était de ce coronavirus. En tout cas, c'était un peu inquiétant tout ce qu'on entendait par rapport aux personnes immunodéprimées et donc les personnes en chimio. Une décision de vie à prendre rapidement pour le prélèvement d'ovocytes. Madame Quintard, vous avez le week-end pour décider. Maëlle a un enfant. Fallait-il sauver sa fertilité ? Voulait-elle un autre enfant ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trash comme décision. Elle le dit bien, on court au début à l'annonce du cancer et de tous les traitements. Il faut prendre des décisions rapides. Tout est si rapide au début. Elle a décidé qu'elle ne voulait plus imposer cela à son corps. Ensuite, elle a eu les rayons et l'hormonaux qui n'a pas bien démarré. Elle a plongé dans un état dépressif profond. Elle a fini par changer de molécule et tout se passe bien à présent. Elle nous dit même, c'est bien parfois de toucher le fond. Ça permet de donner un bon coup de pied au sol pour remonter. On pourrait dire que la vie ne lui a pas souri quand on entend toutes ses épreuves et ses complications. Eh bien Maëlle, elle sourit à la vie. Elle vivait à du 2000 à l'heure. Elle nous dit qu'elle était comme un hamster dans sa roue qui ne savait pas très bien où il allait et que ce cancer lui a permis de remettre de l'ordre dans sa vie. Elle a voulu en faire quelque chose de positif, quelque chose de constructif et en plus, elle le transmet aux femmes. Entendez bien, elle n'est pas devenue une contemplatrice qui médite toute la journée. Elle a toujours la tête pleine de projets, mais elle a trouvé un équilibre de vie où la course permanente ne fait plus partie de son quotidien. Elle prend soin d'elle. Ah, ce fameux prendre soin de soi, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? J'ai eu un peu de mal avec cette expression au début. Delphine, prends bien soin de toi. Delphine, est-ce que tu prends bien soin de toi ? Égal, Delphine, est-ce que tu te reposes bien ? Ou Delphine, est-ce que tu dors ? Oui, le repos est important, mais pour moi, prendre soin de soi consiste à faire des choses qui nous nourrissent, qui nous rendent meilleurs, qui nous comblent, qui nous font ressentir un alignement avec nous-mêmes et le monde, et qui nous donnent l'impression que nos choix de vie sont justes. Maëlle sent que ses choix de vie sont justes. Elle nous parlera de comment elle a géré l'arrêt de l'allaitement et aussi des livres qui ont aidé son fils, dont La maman de Léon est malade et Ma maman est une pirate. Elle nous parlera aussi de l'importance de bouger pendant un cancer et après un cancer. Enfin, l'importance de bouger tout court aussi. Je pense que je vais écouter son podcast en boucle. Et puis c'est sa manière d'aborder toutes les épreuves qui fait tellement de bien à écouter. Je vous invite à vous imprégner de cette belle histoire de résilience. Une belle histoire de transformation de l'obstacle en tremplin. Elle nous donne des clés pour sourire à la vie malgré les épreuves bien réelles. Et dans ce cas-ci, l'épreuve bien trash d'une maladie grave. Elle nous dit « Je vois un futur meilleur que si j'avais continué à être shootée à l'adrénaline. Mais à un prix qui n'est quand même pas négligeable. Le cancer du sein, ce n'est pas rien. » Et elle termine par « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle vaut la joie d'être expérimentée. » Sur ces belles paroles, célébrons cette vie et ce sourire à la vie avec Maëlle. Bonjour Maëlle. Bonjour Delphine.
Je suis hyper honorée que tu sois là aujourd'hui pour témoigner sur le podcast de Naître princesse, devenir guerrière. Alors Maëlle, on commence toujours par une petite présentation, ton âge, tes enfants, ta composition familiale, ton métier, et puis évidemment on attaque avec l'événement qui a chamboulé ta vie. Donc tu commences où tu veux, tu t'arrêtes où tu veux et tu m'emmènes dans ton histoire, tu nous emmènes dans ton histoire. Alors, donc, je m'appelle Maëlle Quintard et c'est vrai que je devrais d'abord dire merci beaucoup parce que je suis très honorée que tu m'aies invitée à venir témoigner sur ce podcast. Donc, Maëlle Quintard, j'aurai 40 ans très bientôt. J'ai un petit garçon qui a 3 ans et demi. J'habite Bruxelles. Je suis professeure de danse orientale et également office manager. Et le cancer est arrivé dans ma vie à l'âge de 38 ans, donc il y a de cela, c'était en mars 2020, quand mon petit bout avait 2 ans et demi et que j'allaitais encore. Oui, ça, on avait justement envie d'en parler. Mars 2020, donc premier confinement en Belgique, super confinement en plus. Tout à fait, tout s'est mis en même temps. Tout s'est mis en même temps. Début du confinement, j'avais déjà senti une petite grosseur, enfin j'avais senti quelque chose dans mon sein, je pense, en remettant mon sein après l'avoir allaité. Je suis aussi danseuse orientale, donc c'est vrai que je mets des costumes, etc. Donc je suis toujours affairée avec mes seins. Et alors j'ai senti quelque chose. Là tu danses, tu allaitais, mais tu dansais. Tu vas nous parler de ton métier après, hein. Donc, d'accord. Voilà. J'étais en pleine forme, en tout cas en apparence. Et puis j'ai senti une espèce de plaque plus qu'une boule, et donc j'ai tout de suite été voir mon médecin. Elle m'a dit, écoute, comme tu allaites, c'est probablement quelque chose qui est lié à ça. Et donc elle m'a dit, ne t'inquiète pas. Je partais en voyage. À ton retour, si c'est toujours là, tu reviens et alors on ira checker. Je reviens de voyage, début du corona. On se fait confiner à la maison, les tout premiers. Donc, la crèche, déjà, qui dit non, on veut pas qu'ils reviennent. Donc, nous, on a vécu toutes les absurdités du corona, mais en première ligne, parce qu'on revenait d'Asie, on revenait de Corée du Sud. Et donc, tout le monde a fait, ouh, Corée du Sud. Mais là-bas, ils étaient tous masqués, ça se gérait très bien. Et puis, on arrive ici. Enfin bon, ce serait une heure aussi d'explication de ce qu'on a vécu. Mais donc, on a vraiment vécu tout ça en plein. Et puis, je suis allée chez mon médecin en disant, écoute, c'est encore là. Donc, elle m'a dit, voilà, je te prescris une échographie. Ils m'ont dit, très bien, fin avril. Je dis, écoutez, non, ça m'arrange pas trop. Donc, on était fin février. Et je dis, justement, j'ai une résonance magnétique du pied ce jeudi. Vous n'auriez pas une petite place en annulation comme ça? Elle me dit, écoutez, je regarde. Et elle m'a laissé 5 minutes en attente, ce qui est très long au téléphone. Puis, elle m'a dit, jeudi 10h. Et j'étais parfait. Mais donc c'est possible, on aurait pu laisser passer cette histoire d'écho et te mettre 2 mois plus tard. Mais je pense que c'est les délais habituels pour les mammographies en tout cas, et normalement c'est échographie plus mammo. Sauf quand il y a une anomalie, mais personne ne s'inquiétait en fait. On se disait voilà, elle allaite, c'est fou comme le filtre de l'allaitement ou alors la grossesse ou c'est tout à fait ça. Donc ça c'est vraiment une des message, clés, oui. un des messages tout au long de mon parcours. Faut toujours rester vigilant. Les médecins savent ce qu'ils font, ils sont formidables, les soignants aussi. Mais à plusieurs reprises dans mes traitements, j'ai quand même dû vraiment faire attention parce que voilà, il y a quand même aussi ils ont plein de patients à gérer, plein de choses à gérer, et donc il faut toujours garder son esprit critique et ne pas hésiter à aller demander un deuxième avis éventuellement pour quand on pense que quelque chose n'est pas normal, parce que oui, même... ou une intuition. Ou une intuition, aussi, hein. Tout à fait. Alors là, par contre, moi, j'étais pas du tout inquiète, vraiment. C'est juste que je me dis, là, quand même, quand elle me prescrit une écho, j'ai envie de savoir. Et puis après, je sais aussi, parce que j'ai un boulot d'office manager, donc j'ai l'habitude de parfois pousser les gens un petit peu au-delà de ce qu'on propose habituellement. Et je me suis dit, allez, il y a quand même des annulations. Et donc, j'ai eu de la chance. Et donc, j'ai été faire cet écho tout à fait en confiance. Enfin, d'abord, j'ai fait ma résonance magnétique du pied. Ils étaient en retard. J'étais, il faut prévenir les autres. On m'a dit, pas de souci. J'ai fait l'échographie. L'équipe était absolument adorable. Et donc, elle m'a dit, écoutez, c'est pas un kyste. Je sais pas vous dire ce que c'est. Parce qu'elle m'a dit, si c'était un kyste, ce serait noir. Et je dis, quoi? Elle m'a dit, ça peut être effectivement quelque chose, un caillot de lait ou, j'ai dit, ça peut être aussi une tumeur. Elle m'a dit, oui, ça peut être une tumeur, mais je ne vais pas vous dire parce que je ne sais pas réellement. Donc, on va faire une biopsie. Oui. Et je vais demander les résultats en urgence. Alors, c'est là que tu te dis, en urgence, c'est jamais très chouette. Non. Elle me dit, ce sera normalement chez votre médecin mardi. Donc, moi, vraiment, j'étais encore cool, ce week-end-là et tout. Juste mardi, j'ai envoyé un petit texto à mon médecin en disant, tiens, vous devriez avoir les résultats. Prière de me téléphoner dès que vous les avez. Et là, elle m'a dit, écoutez, je préfère que vous veniez au cabinet. Et donc là, je me suis écroulée parce que Ulysse était chez mes parents, parce que comme on avait été confinés à la maison, on était les premiers à expérimenter le télétravail avec enfants de 2 ans et demi.
Et donc mes parents avaient gentiment proposé de le prendre, donc il était chez mes parents. Et donc mon compagnon m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis écoute, il faut que j'aille au cabinet pour les résultats. Il m'a dit mais ça c'est toujours. Je dis non. S'il y avait rien, surtout avec ce qui se passe pour le moment, on me dire au téléphone. Oui. J'y suis allée et ma généraliste m'a dit c'est bien que vous soyez accompagnée. Effectivement, les résultats ne sont pas bons, c'est cancéreux. Elle m'a donné une petite feuille avec effectivement carcinome lobulaire infiltrant. Oui. Moi, je n'étais pas du tout versée dans le vocabulaire cancer, je n'y connaissais rien. Et donc, elle m'a dit, voilà, écoutez, on vous a déjà pris un rendez-vous pour vendredi. Donc ça, c'était un mardi matin. On vous a pris rendez-vous pour vendredi. Avec le chirurgien. Ouais. Avec le chirurgien. Allez-y, vous pouvez prendre un deuxième avis aussi, mais on vous conseille d'y aller déjà dans un premier temps. Ils sont super à Saint-Jean. Et voilà. Et on se dit que c'est 4 jours et que ça va aller. Et c'est les 4 jours les plus longs de ma vie parce que vraiment, quand on n'y connaît rien en cancer, du coup, on s'imagine tout. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on a fait avec mon compagnon, c'est quand aller chercher mon fils directement, l'annoncer à mes parents en personne aussi. Bien sûr. Sans savoir même tes traitements, en fait. Sans savoir rien du tout à ce moment-là. Donc, le noir, ce qui est le pire, parce qu'évidemment, on peut tous s'imaginer. Ouais. J'avais pas vraiment de cas dans la famille ni quoi que ce soit. Et alors, j'ai par contre foncé à la bibliothèque parce que pour moi, c'était important d'avoir des informations structurées. J'aime bien les faits. J'aime bien comprendre les choses. Et donc, j'avais pas envie de fantasmer des trucs horribles ou d'aller sur Internet parce que bon, parfois on sait pas trop. Eh oui, mais ce cas c'est que tu avais pas tout ton diagnostic en plus. J'avais pas tout le diagnostic. Et alors la médecin m'avait dit vous pouvez contacter l'infirmière coordinatrice si vous voulez déjà des infos, mais à la fois moi infirmière coordinatrice ça ne me disait rien. Tu l'avais pas présenté. Non, donc voilà, je savais pas. Et donc en fait il se trouve que j'avais un autre examen à faire à l'hôpital le jeudi avant, donc c'était le vendredi matin avec le chirurgien. Et donc, je me suis dit, je vais quand même passer voir la clinique du sein pour voir s'ils n'ont pas des infos en plus. Et là, en fait, l'infirmière coordinatrice m'a dit, vous êtes qui, Madame Quintard? Écoutez, donnez-moi 5 minutes et je termine avec ma patiente, je vous explique. Et donc, elle m'a tout bien expliqué. Oui, ça, c'est vraiment important. Hein. Et ça, c'est super important parce que voilà. Mais après, ils n'avaient pas toutes les infos non plus. Et donc, c'est le mardi que voilà, j'ai eu toutes les séries de tests, etc. Et donc, finalement, c'était grade 2, stade 2. Alors, tu nous dis juste brièvement, juste les traitements que tu as eus, comme ça, on s'attarde pas là-dessus. Voilà, exactement. Et puis, on parle de ton fils, de l'allaitement, de tout ton à fait, de ce qui est spécifique. Donc, j'ai eu à la base ils pensaient tumoroctomie, mais quand ils ont eu l'évaluation, ça a été mastectomie du sein gauche. Avec reconstruction immédiate. Voilà. Et alors, au début, ils m'ont enlevé 7 ganglions, donc pas tout. Première coupe était optimiste, et puis en fait, je suis restée à l'hôpital toute la semaine, parce qu'avec la reconstruction immédiate, j'en ai eu 2 en plus parce que j'ai fait un œdème. Le vendredi, donc là où j'étais au bout de ma vie parce que j'avais eu mes deux opérations, coup sur Covid, coup, oui. donc j'étais au 2e étage et puis on m'a changé au 4e étage parce que c'était le moment où ils fermaient les unités pour tout changer. Donc vraiment personne, pas de visite, c'était les premiers. Ouais. À la fois, moi je dis franchement, quand on est dans un état pareil, c'est très bien d'avoir personne parce que voilà. Et en fait, j'ai eu droit donc le vendredi à l'annonce que je devais passer par la totale, c'est-à-dire qu'ils avaient fait d'autres coupes, j'avais des micrométastases dans les ganglions, et donc j'avais droit à la chimiothérapie et la radiothérapie, et j'étais qualifiée patiente à très haut risque. Le mot qui tue. Oui, je me reconnais pas du tout là-dedans, donc, donc voilà. Et donc très vite entamé. Alors tu as eu un traitement un tout petit peu différent parce que tu as commencé par les Taxol, hein, c'est ça. Hein, donc, tout à fait. Mais on va pas être très spécifique, mais donc Taxol et puis EC. Voilà. Celles qui ont eu un cancer du sein vont se reconnaître. Tout à fait. Et moi, juste ce que vous voulez souligner qui était chouette, c'est que donc en fait ça a juste été une très petite phase dans laquelle ils se sont dit que c'était mieux d'inverser les schémas pour ne pas hospitaliser les gens, pour éviter qu'ils soient à l'hôpital puisqu'il y avait ce virus qui courait. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que du coup, pour les Taxol, je les ai eu toutes les 3 semaines, en dose plus intense évidemment, mais du coup, j'ai pas eu de porte-à-4 parce qu'il y en avait pas besoin pour les Taxol et que après mettre un porte-à-4 pour 4 injections de C, ça valait vraiment pas la peine, donc j'ai eu droit à un PICC line. Et comme je suis danseuse orientale, pour moi, c'était important de pas avoir une cicatrice dans le décolleté. Voilà, et c'est ça que je voulais te dire. Tu as pu continuer à danser pendant les Taxol, en plus, ou pas? Alors, au début, j'ai arrêté parce que donc le post-opératoire a été très très douloureux, parce que la reconstruction immédiate t'as expérimenté la pose d'un expandeur. Oui, c'est ça. Moi, finalement, c'est plus facile d'avoir juste la mastectomie parce que voilà, la récupération est meilleure que la pose d'un expandeur et tout ça. Oui, non. Moi, j'ai eu la totale d'un coup, et on n'avait pas prévenu que ça ferait si mal. Ça fait
très, très mal. Et j'ai eu des trains pendant très longtemps aussi. Oui, et j'ai une petite question. Est-ce que tu as choisi la reconstruction immédiate à cause de la danse orientale ou grâce à la danse orientale? Je ne sais pas comment je devrais dire, mais... Alors, ça m'a été proposé comme la meilleure option, donc je me suis pas vraiment posé la question. Mais c'est vrai que moi, l'annonce du cancer, c'était oui, effectivement, je suis danseuse, donc je suis prof de danse, donc je suis tout le temps en petit top ou en décolleté, etc. Donc j'étais plus de seins, et puis on me dit plus de chimio, ce sera plus de cheveux. Donc oui, pour moi, c'était clairement important d'avoir une reconstruction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette danse orientale? Alors tu le fais à quelle fréquence? Pourquoi tu as décidé de devenir danseuse orientale et l'impact en fait de perdre un sein et de perdre les cheveux, c'est quand même très important, c'est tous les mouvements dans la danse. Donc comment est-ce que tu as vécu ça? Alors, donc plusieurs questions en une. Oui, il y a plein de questions. Plein de questions en une. Donc je suis danseuse orientale. Donc oui, je donne des cours, je fais des démonstrations de danse orientale, des spectacles, tant sur scène que pour des événements privés, pour des mariages, etc. Je fais ça depuis que j'ai commencé à 16 ans à prendre des cours, en fait, parce que j'ai toujours dansé, mais j'étais un peu plus ronde à l'époque et je me reconnaissais pas en fait dans la danse classique qui pour moi était contre le corps, puisque j'étais plutôt voluptueuse. Et la danse orientale, en fait, c'est vraiment le truc qui a changé ma vie, parce que justement, là, les courbes sont bienvenues et acceptées. Oui. Je suis tombée amoureuse de la musique, je suis tombée amoureuse des mouvements, et donc c'est la seule chose que j'ai gardée si longtemps. Avant, j'étais plutôt je sautais d'un passe-temps à l'autre, si on veut. J'ai fait du théâtre avant ça, mais quand même de la danse. Mais j'aimais pas la musique, il y avait quelque chose qui me dérangeait. J'ai jamais été très musique radio. Mais la musique orientale, ça c'est le grand amour de ma vie. J'écoute que ça. Enfin, maintenant un peu d'autres choses aussi. Mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée, parce qu'aussi ça a été difficile à l'adolescence d'être un petit peu plus ronde, même si j'étais pas très ronde. Mais là, c'est vraiment, je pouvais sublimer le corps, c'est mis en avant. Et puis, j'ai grandi. C'est un beau message, sur le podcast. Ah, tout à fait. Ah oui, c'est ça. Et j'espère qu'on pourra mettre une petite vidéo sur le site. Bien sûr, avec plaisir, tout à fait. Et donc, j'ai grandi à Liège, et puis j'ai débarqué à Bruxelles pour mes études supérieures. Et là, en fait, un peu par hasard, j'ai démarré comme danseuse professionnelle, ce que j'étais pas du tout à l'époque, mais enfin bon, soit, on apprend sur le tas. Et j'ai rencontré plein de gens, et puis alors, et ça m'a vraiment permis aussi, après, à un autre niveau, de devenir sportive, parce que moi, à l'époque, transpirer, faire des abdos et tout, c'était pas possible. Et donc, j'ai d'abord fait une danse orientale, plus traditionnelle. J'ai rencontré une danseuse qui s'appelle Farah Bakali, qui est très connue dans le domaine de la danse orientale, qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a présenté tous les endroits où elle dansait, etc. Et donc, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et puis après, en 2006, j'ai rencontré une prof américaine qui est venue en Belgique, qui s'appelle Souhaila Salimpour, et qui est devenue mon mentor. Et là, je me suis vraiment reformée dans cette technique-là, qui est une technique qui intègre vraiment du yoga, du pilate. Elle est danseuse, elle a fait de la danse classique, etc., etc. Et elle est de culture orientale, ce que je ne suis pas, évidemment. Moi, je suis blonde à la base, et belgo-belge. Et elle a vraiment organisé cet enseignement. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, parce que je suis quelqu'un de très structuré, qui aime me mettre des objectifs. Et alors, je suis partie vivre en Californie, d'ailleurs, en 2011, pendant 8 mois, pour vraiment faire une formation intensive là-bas. Et en revenant, j'ai commencé à donner cours, parce qu'avant ça, je ne faisais que des spectacles. Enfin, c'est pas que ça, c'était énorme. Je veux dire, je travaillais plus, je faisais ça. J'ai toujours fait les deux. J'ai toujours travaillé et dansé, parce que les formations aussi sont chères, et que moi, j'ai toujours voulu avoir la liberté de faire ce que je voulais au moment où je le voulais. Et donc, par exemple, à un moment, j'ai eu l'occasion de partir danser à Dubaï 2007. J'étais en intérim à l'époque. J'ai dit, voilà, moi, je veux partir un mois danser à Dubaï. On m'a dit, bah non, ça nous arrange pas. Je dis, c'est pas grave. Je dis, voilà, j'arrête le contrat. Et parce que moi, je veux le faire. Et puis, mon boss m'a dit, bon, on va s'arranger. Et on s'est arrangé. Et donc, c'est ça, en fait. Il faut savoir que quand on veut faire quelque chose, il y a toujours moyen de le faire. Et qu'il faut pas s'estimer en demande toujours par rapport à un employeur, parce qu'on a nos forces et on apporte plein de choses. Et quand on sait se rendre indispensable, ou en tout cas très utile, il y a moyen de combiner plusieurs choses à la fois. Donc, je suis un peu intriguée. Donc, danser pour des spectacles, ça c'est une chose, mais quand tu dis j'ai intégré du yoga, du pilate et tout ça, ça c'est plus quand tu donnes cours de danse en fait. Voilà, donc c'est la formation, la manière dont les cours de danse sont organisés. Enfin, c'est la formation Salimpour. Il y a vraiment, c'est un système un peu comme en judo, avec des ceintures. C'est pas des ceintures, mais il y a des niveaux à passer. Moi, je pourrais prendre des cours. Simplement, tout le monde peut prendre des cours, mais on n'est pas, enfin, c'est pas pour spécialement devenir danseuse professionnelle. Absolument pas. Donc bien-être. Voilà, mais en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en danse orientale, souvent les femmes
font ça et puis très vite se retrouvent en fait sur scène. Alors qu'elle, elle dit, comme elle vient Soula Salimpour vient d'un parcours de danse classique, elle dit non mais un cours de danse classique c'est pareil que vous soyez professionnel ou juste passionné ou madame qui veut faire son heure de sport, c'est le même cours. Après, il y a différents niveaux. Et puis il y a la musique. Et puis voilà. Et donc, c'est vrai que les cours que je donne, c'est très différent. Mais moi, j'adore cette approche-là. Et je le dis toujours. Je dis, écoutez, voilà, ceci, c'est une approche différente. Ça vous parle, génial. Ça vous parle pas, je peux vous donner les numéros d'autres collègues qui font ça très bien. C'est une approche très complète, en fait. C'est une approche très complète. T'as la musique, t'as la danse, t'as le yoga, t'as le pilate. Alors, boum, la nouvelle du cancer. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, c'est la fin de ma carrière? Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors je crois qu'on n'a pas vraiment, j'ai pas eu le temps. D'abord, j'ai eu le réflexe, je vais pas pouvoir donner cours, donc j'ai tout organisé. Donc j'ai des super assistantes de cours de toute façon, donc j'ai dit voilà, je les ai contactées, je dis je sais pas combien de temps ça va durer, puisqu'au début je pensais juste quelques mois. Et puis j'ai tout organisé, puis une semaine plus tard, on a tout arrêté, puisque avec le confinement, plus rien ne pouvait avoir lieu. Tout à fait. Il y avait la fermeture de tout. Il y a eu la fermeture de tout. En fait, ça a été bien pour moi. Parce que j'ai du mal à lâcher prise et à déléguer. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, c'est drôle, tiens, l'univers s'arrête en même temps, finalement. Parce que je vais avoir une parenthèse intense dans ma vie, comme je n'en ai jamais eu auparavant. Et le monde est en train de s'arrêter comme jamais auparavant. Le timing, vous étiez alignés, quoi. On était super alignés. Et vraiment, moi, ça m'a aidé. Parce que alors, les gens étaient là, non, mais attends, et Corona plus cancer, c'est quand même vraiment trash. Alors, certes, ça n'a pas été gai tous les jours pour plein d'aspects. Mais à la fois, moi, en fait, j'ai été obligée d'être plus concentrée sur moi et ça m'a permis de faire ça. Parce que sinon, je suis toujours hyper proactive et loyale et je me soucie beaucoup et donc j'aurais pas pu vraiment laisser tomber tout. Oui, le regret de tout laisser tomber, voilà. les cours de danse. Donc, de toute façon, il n'y avait plus de cours de danse. Il y avait plus de cours de danse, très vite. Et quant aux prestations, pareil, les restaurants étaient fermés, plus d'événements, etc. Et j'ai vraiment laissé tomber la danse pendant 2-3 mois. Oui. Et puis, j'ai une formidable troupe de danse. Donc, c'est le Belgium Salimpour Collective. Et en fait, c'est des filles qui sont dans le même... Ce sont mes élèves qui ont été inspirées dans le même processus que moi, qui donc font des certifications, etc. Donc, on a un groupe, on fait des démonstrations, on fait des spectacles, etc. Et là où c'était moi qui avais toujours été la leaduse, j'ai Marjorie, par exemple, qui était... une des personnes du groupe qui a pris la direction, si on veut. Et alors, c'est elles qui m'ont réencouragée à danser parce qu'en fait, on m'a proposé de longues co-revalidations au mois de juillet. Donc, les choses ont commencé à se rouvrir progressivement. Moi, je suis toujours curieuse, donc je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas, des kinés, je pourrais apprendre quelque chose. Sauf que, en fait, non, c'était juste de l'elliptique, du vélo d'appartement avec un masque, fallait aller jusque-là et tout. Et j'étais là, non, en fait, moi, ça me correspond pas. Donc, une fois que j'ai fait les tests qui attestaient que le Taxol, ne m'atteignait pas trop, que j'avais une bonne résistance cardiaque, etc., je me suis dit, je vais m'entraîner moi-même. Redanser, oui. Voilà, et donc j'ai commencé à redanser chez moi. Et on s'est même vu... début août, pour faire un petit spectacle. Il y avait eu l'explosion au Liban de la fameuse du fameux stock. Oui. Et en fait, on s'était dit, on va faire un petit spectacle en ligne et on va se réunir. Bon, on pouvait pas le faire, mais on l'a fait quand même à distance. Et vraiment, et je regrette pas parce que ça a été un tel boost de remettre en costume, même si j'avais plus de cheveux. Donc, j'ai mis un turban, je me suis arrangée, etc. Et donc, on a fait un petit spectacle. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait un bien énorme fou, et vraiment. Tu as vu qu'en fait finalement il y avait tu dansais toujours aussi bien. Oui. Tu pouvais quand même bouger ton corps comme avant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit c'est compliqué ce cancer par rapport à ma danse, où tu as toujours eu confiance et tu t'es dit je vais me reconstruire. Alors au tout début oui. De toute façon au tout début c'est compliqué par rapport à tout, c'est-à-dire et par rapport à mon bonhomme et donc au début j'en ai pas parlé. Parce que de toute façon, je ne savais pas de quoi parler, je ne savais pas très bien ce qui m'attendait. Oui. À partir du moment où j'ai appris que j'allais devoir faire de la chimio, comme j'étais hyper active aussi sur les réseaux sociaux, donc moi j'ai ma page, ma danse, etc., j'organisais des stages, des cours, des événements. Je me suis dit, là, ça a été le silence radio, là où mes collègues commençaient à faire des trucs sur Zoom et tout, puisque tout s'arrêtait, il fallait avoir une présence quand même. Je me suis dit, je vais en parler puisque je vais plus pouvoir le cacher, ça va être visible, puisque la chimio, ça y est, plus de cheveux. Et c'est vrai que, comme tu disais, en danse orientale, il y a même des danses folkloriques dans la danse orientale, notamment le khaliji, ça se fait avec les cheveux. Là, fini. Et moi, j'ai toujours eu les cheveux longs. Et donc, je me suis dit, je vais en parler, mais j'avais pas envie d'en parler comme un truc larmoyant, oh mon Dieu, j'ai le cancer.
Donc je me suis dit que faire. Donc déjà je me suis dit je vais couper mes cheveux avant et en faire un don. Donc j'ai en fait publié ça pour mon anniversaire en disant voilà ce qui m'arrive. Je me coupe les cheveux pour ne pas qu'ils meurent si on veut sur ma tête, puisqu'on peut en faire quelque chose et aider d'autres personnes. Et j'ai invité à faire des dons à Think Pink. Oui, bien sûr, qui j'avais organise ça mis, très bien, oui. Je savais pas du tout, c'est les collectes Facebook là. J'avais mis, je sais plus moi. J'aime bien les chiffres, donc je m'étais dit, je suis née le 11 mai, je vais mettre 511 €. Et puis boum boum boum, ça a grimpé très très vite. Donc j'ai mis 1105 €, et puis je crois qu'on a récolté 3000 €. Magnifique, parce que voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai des élèves, j'ai des amis, mon boulot a contribué aussi, donc je travaille aussi dans une boîte de communication, et ça a été vraiment merveilleux parce que voilà, j'en ai parlé et les gens ont été très réceptif, encourageant, présent. Ça a libéré la parole d'autres personnes aussi, parce que voilà, j'étais mince, jeune, donc j'avais 38 ans. Je fêtais mes 39 ans à ce moment-là. Je mange bio, j'ai allaité pendant 2 ans et demi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait mal à part avoir un enfant après 30 ans? Donc, apparemment, ça, c'est un des critères oui, mais quand on allait qui change beaucoup. Moi, on m'a dit bien allaiter, oui. ça protège du cancer. Voilà, j'avais arrêté la pilule il y a des années déjà parce que j'aimais pas ça. Donc, j'avais plus ou moins tout fait bien, si ce n'est que j'avais une vie très stressante, ça oui, mais parce que comme toi, voilà, moi, j'adore faire 1000 choses à la fois, j'ai toujours des projets, etc. Je me définis un peu comme une dynamo, c'est-à-dire que quand je m'arrête, je m'aplatis, alors que quand je continue à rouler, ça se recharge. Et là, c'est vraiment ça. Et donc oui, ça a été bon. Je vais en faire un message positif pour dire si ça m'arrive à moi, non pas que je me disais invincible, mais voilà, ça m'arrive à moi, jeune, qui n'ai pas d'historique familial, ça peut vous arriver. J'ai eu de la chance de sentir mon sein et d'aller consulter directement. Moi, ce qui m'a vraiment choquée au tout début, parce que donc, comme j'ai lu beaucoup de livres au début, parce que moi, j'avais besoin de ça, de témoignages, mais structurés. Je suis pas très forum, en fait. Et ce qui m'a vraiment choquée, c'est le nombre de femmes qui sentent quelque chose et qui ne font rien. C'est le déni, en fait. Et ce qui est horrible dans le déni, c'est que le cancer du sein, ça se soigne très bien quand c'est pris tôt. Et donc, toutes ces femmes qui sentent quelque chose et qui ne font rien, font après avoir à un stade 3 ou 4 où le pronostic vital est bien moins bon. Est-ce que tu penses que c'est parfois, oui, peut-être du déni, ou est-ce que tu penses que c'est encore un manque d'information? Parce que tu sais que il faudrait que je retrouve les nombres. Il y a énormément de gens qui ne se font pas dépister, point barre. Je me demande si c'est même pas 50% des femmes, en fait, en Belgique, qui ne se font pas dépister. Alors, quels sont l'âge, j'imagine? Parce que moi, à moins de 40 ans, il n'y a pas de dépistage. Non, il n'y a pas de dépistage. Alors maintenant, je pense que l'État organise, en fait, à partir de 60 ans, me semble-t-il, mais je vais pas me prononcer, mais un dépistage proposé par l'État, donc une lettre qui est envoyée. Mais c'est délicat aussi, la situation, hein. J'ai interviewé une scénologue, j'ai dit, mais à partir de quel âge est-ce qu'il faut aller se faire dépister? Parce que j'entends des cancers à 30 ans, 32 ans, 35 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'entends de plus en plus de jeunes. Alors, est-ce que c'est parce que on est sur les réseaux sociaux? Mais quelle est la solution? Bon, après, effectivement, tu l'as senti, mais j'entends aussi beaucoup d'errances médicales, de femmes qui ont senti quelque chose. Mais non, vous êtes trop jeune. Voilà. Clairement, moi, c'est pour ça que ma généraliste, ça a été chouette parce qu'elle m'a pris au sérieux. Donc, elle m'a dit, écoute, voilà, c'est probablement quelque chose plutôt lié à l'allaitement. Et moi, c'est ce que je pensais aussi, donc je n'étais vraiment pas inquiète. Bien sûr, oui. Mais elle m'a pris au sérieux. Mais j'ai pris les choses au sérieux aussi. C'est-à-dire que quand j'ai appelé et qu'on m'a dit, oui, fin avril, j'ai pas fait, oui, ok, fin avril. Et encore bien, parce qu'avec ce qui s'est passé avec le Covid, j'aurais probablement été déplacée à beaucoup plus tard. Fait, donc, c'est pour ça que le dépistage, oui, mais l'autopalpation plutôt. Et donc, il y a beaucoup de trucs aux États-Unis, notamment, je crois que c'est Touch It on the First ou quelque chose comme ça. Donc, c'est tous les premiers du mois. Après, par contre, c'est pas vraiment conseillé, en fait, de faire ça le premier du mois parce que ça dépend aussi du cycle hormonal. C'est-à-dire que les seins peuvent être gonflés. Il y a des femmes qui ont des kystes. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître ses seins. Parce que, suite à mon annonce, c'est vrai que j'ai plusieurs filles qui se sont palpées, qui ont senti quelque chose. Heureusement, c'était toutes anodin, et tant mieux, enfin bénin. Mais voilà, il faut quand même le faire. Elles ont pris conscience. Et elles ont pris conscience. Des boules qu'elles ont d'habitude. Voilà. Ah oui, tout à fait, mais pris à temps, ça reste quand même, il y a quand même encore beaucoup de décès, mais pris à temps, ça n'a rien à voir, hein, donc. Alors, ton petit bonhomme, Ulysse. Hein, tu as dû arrêter d'allaiter, tu adorais cet allaitement. Ça, c'était une baffe en pleine gueule? Alors, j'adorais cet allaitement. Après, c'était pas un allaitement
planifié long terme, c'est-à-dire que ça commençait à être bien, 2 ans et demi, je trouvais. Donc finalement, c'est aussi arrivé pas à un mauvais moment, si on veut. Mais par contre, c'est vrai que ça a été un peu brusque, c'est-à-dire que on m'a annoncé ça, donc le 4 mars, on m'annonce mon cancer. Le 23 mars, j'ai plus de sein gauche. Donc, je lui ai dit, maman a une boule dans le sein. On va devoir l'opérer. Et donc, c'est la dernière semaine où tu peux téter. La semaine prochaine, c'est fini. Donc, on a fait ça. Une tétée tous les soirs, la semaine de l'annonce. Et puis, plus de tétée pour laisser le temps à la lactation de s'arrêter. Et puis voilà. Et alors aussi, alors, c'est non seulement toi qui l'as vécu, mais lui aussi, en fait. Parce qu'à 2 ans et demi, on s'en rend quand même vraiment bien compte, quoi. Donc, oui, il a préparé. Oui, alors, tout de suite, je me suis renseignée sur les livres pour enfants sur le cancer. Mais à la fois, comme moi, je croyais dur comme fer que j'allais pas passer par la case chimio. Il y avait pas mal de livres qui parlaient la perte de cheveux, etc. Donc je voulais pas ça. Donc il y en a un qui s'appelle La maman de Léon est malade, où c'est une girafe. Et alors c'est tout mignon parce qu'en fait la maman girafe perd ses taches et donc son bébé essaie de recoller les taches, mais ça marche pas et donc elle va à l'hôpital. Et donc je trouvais que c'était une chouette métaphore parce que c'était suffisamment simple pour évoquer la maladie sans rentrer dans la technicité des choses. Et ça parle pas de cancer, en fait. Si, ça dit... Une maladie, en fait. Oui, donc elle perd ses taches, le petit essaye de recoller les taches, et puis qu'est-ce qui se passe dans le livre? Et puis elle va à l'hôpital, elle a des perfusions, ils vont lui rendre visite, et puis elle va mieux, donc les taches repoussent, et donc finalement tout va bien. Ah oui, donc... mais je ne pense pas que le mot cancer soit prononcé, je ne sais plus, je ne pourrais plus te le dire. Et puis il y avait l'autre livre aussi. Avec alors un autre, après, mais ça c'est quand je suis passée à la case chimio, j'étais ok. Maman et ça c'est une pirate. Oui, ma maman est une pirate. Les illustrations sont magnifiques. Alors c'est maman qui part en mer sur le crabe sans pitié, ça c'est le nom du navire. Et donc ils vont ils cherchent l'île perdue, qui est donc l'île de la guérison, si on veut. Et alors elle revient, parfois elle a le mal de mer, donc elle vomit. Et alors elle met des foulards comme les pirates, et elle a des cicatrices parce que forcément comme elle se fait des batailles. Donc je trouve moi donc ça m'a... Tous les thèmes sont abordés. Il y a la perte de cheveux, il y a la mastectomie. Pas la mastectomie. Oui, les cicatrices. Les cicatrices, tout à fait. Oui, non, il y a ça. La chimio, les nausées. Voilà. Et donc, il s'est rendu compte de cet arrêt d'allaitement? Enfin oui, bien sûr qu'il s'en est rendu compte, mais est-ce qu'il a manifesté quelque chose? Non, alors c'est un fan des seins. Donc je sais pas s'il deviendra chirurgien plasticien ou scénologue ou quoi, mais mon loulou, ça reste Néné. C'est Néné, il y a maman et il y a Néné. C'est comme s'il ne m'appartenait pas. Il adore faire des câlins, enfin il continue là-dessus. Et alors moi j'ai une reconstruction immédiate. Donc il a dit, c'est drôle parce que comme c'est une reconstruction immédiate, on met un expandeur. Et donc en fait mon sein avec expandeur est plus gros que celui qui est naturel. Et donc, il disait, il y a gros néné, petit néné. Puis il dit, mais pourquoi est-ce que gros néné, il est pas comme l'autre? Je dis, écoute, il est en réparation, on n'a pas encore terminé le truc. Donc moi, voilà, j'en ai vraiment parlé. Ouvertement, parce que je trouve qu'il n'y a pas de bon moment. Dans toutes les horreurs qui arrivent dans la vie, je trouve qu'il n'y a pas de bon moment. Et donc, si on le dit pas tout de suite, en fait, c'est jamais le bon moment après. Oui, bien sûr. Donc voilà, moi, je l'ai senti comme ça. Il y a moyen de se faire accompagner par des psychologues pour en parler. Moi, je lui ai dit les choses très clairement, clairement, et ça n'a pas posé problème. Il était parfois un peu plus difficile le matin parce qu'il a envie de téter, mais bon, après, il a compris. Et puis, j'ai été à l'hôpital pendant une semaine. Donc, t'as dû lui dire non, alors, pas lui expliquer, en fait, tout le temps, oui. Non, il était grognon et il disait pas. Et puis, en fait, c'est ça, c'est l'éducation positive, c'est de mettre des mots sur ce qui se passe, et donc de lui dire, écoute, t'es pas content parce qu'en fait, tu aurais voulu téter. Et puis, il dit, ah oui. Et donc, alors là, il se sent reconnu dans son besoin. Et alors, ça passait. Mais ça, c'est vraiment, en fait, j'ai eu une appréhension par rapport à ça. Et ça s'est très bien passé. Oui, parce que c'est quand même une nouvelle difficile, hein. Donc c'est une nouvelle difficile. Ce qui a été plus difficile pour lui, c'était la perte des cheveux. Il lui a bien fallu un mois, je crois, pour s'habituer à l'idée. Et après, il a accepté. Oui. Après, il a accepté, mais j'avoue que moi, j'ai beaucoup fonctionné avec les turbans. Parce qu'en fait, oui, j'avais besoin de ça aussi pour moi. C'est-à-dire que on dit souvent que les femmes deviennent plus féminines quand elles ont le cancer. Et ma cousine m'avait dit ça, parce qu'en fait, ma cousine m'avait transmis des turbans d'une amie à elle qui avait eu le cancer. Et donc, ça m'avait touchée. Je connaissais pas cette victorieuse, mais on s'est toujours pas rencontrés d'ailleurs. Mais elle me disait oui. Donc ma cousine me disait ce qui l'avait vraiment frappé, c'est à quel point son amie était devenue féminine, qu'elle se mettait du vernis, qu'elle se maquillait. Oui, se maquiller les yeux. Mais je lui ai dit, mais tu sais, Marie, ça c'est ma cousine. Je dis, en fait, on est obligé parce que sinon, c'est pas beau à voir, quoi. Alors j'ai eu la chance, j'ai pas eu de boutons et des choses comme ça. Donc moi j'ai assez bien réagi à mes chimios, j'étais assez en forme. Mais pour moi c'était vraiment important. Et alors,
avec ces foulards, j'ai vraiment joué, quoi. J'ai ressorti tous les parios que j'avais accumulés, parce que moi, je suis pas du tout Maria Kondo. Enfin, je trouve ça super, mais je garde tous mes trucs, parce que comme je suis prof de danse aussi, ça peut toujours servir pour un spectacle. Et alors là, c'était vraiment l'application totale. Donc, j'ai commencé à mettre plein de bijoux et vraiment à sortir mes tenues, à me dessiner des sourcils, parce que moi, la seule chose que je mets, sur laquelle on ne peut pas me voir, c'est le mascara. Et ben là, foutu. Donc, parce que oui, voilà. Mais donc t'as mis la petite ligne noire. Moi aussi, je passais un temps fou je me suis sentie beaucoup plus féminine pendant la chimio. Mais oui, et puis bon, je voulais rien mettre sur la tête, donc je maquillais très fort mes yeux et. Moi, j'étais déjà avec la danse. Voilà, j'ai une pro du maquillage, etc. Mais on m'enlevait mes cils, donc mes yeux. Enfin, c'est tellement important, les yeux. On m'enlevait mes cheveux. Et tu t'es très bien débrouillée, en fait. Oui, ça a été chouette. Et donc, c'est vrai qu'à l'hôpital, donc à Saint-Jean, ils ont une onco-esthéticienne qui s'appelle Sandra, qui est formidable, vraiment. Et alors, on rigolait parce qu'alors, elle disait que j'étais tellement bien apprêtée que parfois, donc j'y allais parce qu'à Saint-Jean, on a droit à des massages gratuits, des tutos maquillage gratuits. Pendant les chimios? Oui, pendant tous les traitements, jusqu'à 6 mois après, j'ai encore droit à des massages. Et elle est... donc c'est pas le jour de la chimio, mais tu peux aller à un autre moment, oui. Quand on veut. Et alors, moi, en fait, c'était vraiment chouette parce que je me programmais des massages avec Sandra avant la chimio. Donc, il fallait faire la prise de sang 1 heure avant. Oui, donc, j'allais faire la prise de sang, puis j'allais me faire masser, et puis je faisais la chimio. Et du coup, mon corps n'a pas associé les chimios non plus, le jour chimio, comme étant une horreur, parce qu'en fait, c'était sympa, j'allais me faire masser avant. Donc c'était chouette. Et mais donc pour revenir à ça, parfois elle disait quand j'allais me faire masser et puis je repartais donc avec mes turbans, etc. Et puis les patientes après étaient là, elle a pas le cancer. Et puis elle disait si. Et donc Sandra disait toujours que j'étais un peu sa patiente modèle parce que voilà, il y avait moyen d'avoir des couleurs, je prenais soin de moi, c'était l'été aussi, donc c'était ça, il y avait vraiment moyen d'être colorée. Et je me suis vraiment amusée. Oui, j'étais chez Look at Me, la fondatrice est vraiment formidable, elle m'a accueillie d'ailleurs pendant le confinement, parce que pendant le confinement au début tout était fermé. Oui, c'est ça. Alors, soi-disant des magasins pas essentiels, mais c'est hyper essentiel. C'était horrible. Non, moi, j'ai commandé des trucs sur Wish ou sur Amazon parce que mais je sais pas si je vais avoir accès à des choses de qualité. Et donc, c'était très drôle parce que du coup, j'ai eu des trucs vraiment de qualité. J'ai eu des trucs magnifiques, mais j'ai aussi des trucs de qualité très douteuse, mais bon, qui étaient en pur synthétique alors que c'était marqué coton. Mais du coup, je jouais avec des trucs super chouettes, des foulards en soie, enfin, des préformés, de Look at Me. J'avais regardé beaucoup les tutos de Julie qui a créé les frangines. Oui. Voilà. Très sympa. Ça, super aussi. Je me suis acheté une frange de frangines. Justement, chez Look at Me, il y avait moyen de les essayer. Et donc, voilà, je me créais vraiment un chouette look et donc c'était sympa. Et là aussi, j'étais très contente d'avoir gardé tous mes fringues parce que du coup, je trouve qu'à sortir, c'était important parce qu'avoir un chouette foulard, mais qui va pas du tout avec le reste, moi, ça me parlait pas. Donc vraiment, oui, je suis devenue un peu Miss Fashion pendant ce moment-là. Mais avec tous les trucs que j'avais, parce que comme je dis, je récupère tout. Moi, on me donne des fringues. Donc, il y avait vraiment, je me souviens, j'avais un turban avec du rose et du vert. Donc, j'avais le pantalon safran, le vert. Puis j'avais un top rose dont j'étais persuadée m'être enfin débarrassée parce que je le mettais jamais. Je me dis, mince! Il me l'aurait fallu. Donc, ne pas toujours tout jeter. Miss Fashion pendant sa chimio. Écoute, c'est un magnifique exemple. Alors, on passe à ce moment qui était peut-être un petit peu plus difficile, c'est ce prélèvement d'ovocytes ou de vulve. Je connais pas le terme exact, mais ça a été une question, évidemment. Parce que tu avais un enfant, Ulysse, 2 ans et demi. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout de suite? Donc ça, on m'en a parlé au premier rendez-vous. Donc le fameux premier rendez-vous le vendredi après l'annonce de mon cancer qui avait lieu le mardi. Ils font un peu le topo. Donc c'est cash. À la fois, moi, j'aime bien qu'on me parle cash. Donc c'était bien. Donc c'est vrai que quand je racontais à ma maman, elle était là, waouh, enfin, ça fait plein d'infos. Je dis oui, mais bon, voilà, il faut se préparer parce qu'on court. Enfin, on a tellement peu de temps pour des décisions cruciales. Oui, et voilà. Et tout ça avec le Covid où on ne savait pas très bien ce qui allait se passer dans les hôpitaux. Donc oui, on m'en a parlé. Donc il a fallu évoquer ça avec mon compagnon. Et puis, comme je pensais à mon fort intérieur que j'aurais pas de chimio, je me suis dit, je vais pas trop me concentrer là-dessus, finalement. Et puis, comme je dis, réopération le mardi. J'ai vraiment eu très, très mal parce que la reconstruction immédiate, enfin, la pose de prothèse mammaire sous le muscle, ça fait très mal. Oui. Et donc, ce fameux vendredi où j'étais déjà au bout de ma vie, l'adorable chirurgienne et l'infirmière coordinatrice qui viennent dans ma chambre et qui me disent, écoutez, on est vraiment désolés, voilà, vous avez droit à la totale. Et je dis, ok.
Et donc, se pose maintenant la question de savoir si vous voulez effectivement prélever des ovules, puisque la chimiothérapie peut endommager les ovaires de manière irréversible. Tout à fait, oui. Parfois, ça repart après et parfois non, en sachant que j'avais droit aussi à l'hormonothérapie. Donc, ça veut dire que l'hormonothérapie, je pense qu'on peut faire une pause après 3 ans. Mais bon, à 39 ans, plus 3 ans, ça fait déjà 42, c'est déjà un peu tard. J'avais en plus mes règles ce jour-là, donc j'étais vraiment à la totale. Et donc elle me dit, vous avez vos règles, donc il faudrait vraiment qu'on sache quoi d'ici lundi. Et j'ai dû rester à l'hôpital le week-end parce que oui, j'avais encore un drain, etc. J'ai appelé une amie qui avait dû faire une procréation assistée pour lui demander effectivement ce que ça voulait dire. Et donc, effectivement, ça veut dire de nouveau une anesthésie générale. Et moi, j'avais jamais eu d'anesthésie générale. Et là, je viens d'en avoir 2 en l'espace de 24 heures. Et je me suis dit, non, je peux pas imposer ça à mon corps. En plus, ils disent que ça n'a pas d'incidence, alors que c'est un cancer hormonodépendant. Tout à fait, oui. Donc, une stimulation hormonale, moi, j'étais là, ok, je veux bien que dans les statistiques, ça ne change pas trop la donne. Donc, voilà, tu as dit non. J'ai dit, écoutez, moi, je peux pas faire ça à mon corps. Très importante, Alors oui, c'est-à-dire que moi je me suis dit que effectivement comme c'était pas rien, si c'était juste on vous fait ça localement, comme il y avait une stimulation hormonale dans un cadre de cancer hormonodépendant, une nouvelle anesthésie générale alors que j'avais déjà casqué, je voulais pas faire ça à mon corps parce que c'est ça en fait, je crois que un cancer, j'aime pas le terme se battre. Ah oui. Et je sais que tu en parles dans le préambule parce que justement, j'étais contente d'apprendre ça. Il y a tout ce vocabulaire guerrier dans le cancer. Et moi, qui travaille beaucoup avec mon corps et qui ai déjà eu des petits soucis par le passé, j'ai eu un problème de hanche parce que voilà, quand on est sportif, moi j'ai eu de l'arthrose, j'ai un gros problème d'arthrose. J'ai appris que si on se bat avec son corps, le cœur gagne toujours. Et donc, il faut plutôt danser avec ton corps. Danser avec son corps, l'accompagner, être doux, ce que j'étais pas, être douce, ce que j'étais pas vraiment, puisque moi, j'étais vraiment, je vivais à du 200 à l'heure. Moi, j'étais droguée à l'adrénaline, vraiment. Et je continue à adorer ça. Et c'est difficile d'apprendre à fonctionner autrement. Mais maintenant, 1 an après, j'ai pu commencer à faire ça. Oui. Mais il m'a fallu le temps parce qu'évidemment, au début, on a le nez dans le guidon, il faut s'en sortir, il faut essayer de rester en forme. Et donc, voilà. Donc, j'ai vraiment décidé que non, je préfère avoir... j'ai un petit bout formidable en plus, vraiment. Et je préfère être une maman présente en pleine santé pour lui que de risquer quand même quelque chose, quoi. Tout à fait. Donc voilà, je me suis dit si je dois avoir un bébé miraculeux dans quelques années, ce sera la vie fera ça et sinon non et c'est déjà merveilleux. Et en parlant, je voulais rebondir sur le fait de rester en forme. Directement, on m'a dit c'est très important genre de marcher 30 minutes par jour et moi c'était super parce que Saint-Jean c'était justement à 30 minutes de chez moi donc en fait tous les rendez-vous et il faisait magnifique l'année passée on a eu un temps de dingue. Ah oui, le confinement sous le soleil. Sous le soleil, donc ça c'était super et donc j'allais à mes rendez-vous à pied, je revenais de mes rendez-vous à pied. Donc, au début, je devais clairement être assez calme parce que j'avais encore mal. Mais je n'ai jamais vraiment arrêté parce que j'ai parlé avec une autre personne que je ne connais pas, mais avec qui je suis en contact sur Facebook, qui, elle, a été très affectée par les chimios directement, qui, du coup, n'a plus rien fait. Elle a peut-être commencé par les chimios aussi, oui, c'est ça. Mais alors, elle a subi une perte musculaire très importante qui a fait que la revalidation était beaucoup plus difficile, tandis que moi j'ai pu maintenir en fait. Et c'est pour ça que j'étais contente aussi d'avoir des Taxol parce que comme j'étais assez bien, j'ai abordé les OC qui sont plus durs finalement en bonne forme. Et donc finalement ça m'a pas tant affecté que ça. Il faisait beau, donc tant que j'avais pas les EC et le PICC line, je suis même allée nager en extérieur. Donc voilà, donc j'ai vraiment pris soin de rester en forme parce qu'on dit que c'est crucial. Que c'est crucial. Bon après pendant les EC, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement envie d'aller faire un jogging, mais même bouger tous les jours pendant les EC, c'est ce qu'on conseille. Donc et pour l'avoir fait vraiment, je recommande. Je crois que c'est vraiment la crucial. Masse musculaire et alors, j'ai envie c'est un peu une question piège quand on n'a pas vraiment réfléchi avant, mais qu'est-ce qui t'a aidé le plus? Je pose cette question-là, en fait, parce que j'aimerais bien que les auditeurs puissent partir avec avec des takeaways. Qu'est-ce qui t'a aidé le plus dans les moments les plus difficiles? Est-ce que tu peux d'abord citer les moments les plus difficiles et qu'est-ce qui t'a aidé à rebondir? Est-ce que tu as des petits trucs que tu as envie de partager?
Des moments difficiles, oui, surtout dans, comme je disais, le cas du Covid, parce que je n'ai pas pu aller embrasser les gens que j'aimais, j'ai pas pu voir mes copines, j'ai pas pu, enfin voilà, tout ça, en tout cas dans un premier temps, j'ai vraiment pas pu le faire. J'ai toujours pas vu à l'heure actuelle mes frères, parce que mes 2 frères vivent à l'étranger, et donc on s'est beaucoup rapprochés au téléphone. On s'est beaucoup rapprochés même avec mes parents, parce que finalement, avec ma vie à 100 à l'heure, je prenais pas le temps d'aller les voir, ils sont à 1h20 de chez moi, mais et puis aussi vraiment ce groupe de danse qui m'a vraiment soutenue, voilà, parce qu'elles m'ont remis le pied à l'étrier. Je me suis même inscrite à une formation en ligne que du coup j'ai pu suivre, etc. Et alors j'ai reçu un soutien de dingue, parce qu'en ayant partagé ça, donc de dire que voilà, j'avais un cancer, etc. Et puis ça a touché, lever les fonds, et tout ça, oui, c'est une chouette ça manière. a touché énormément de femmes. J'en ai qui m'ont contacté en privé pour me dire qu'elles avaient vécu ça aussi. Et ça les a inspirées. Et moi, je voulais vraiment faire ça, quoi. Ne pas me plaindre, ne pas me victimiser, en faire un message de prévention, parce que clairement, je le répète, la clé, c'est le dépistage tôt. Enfin voilà, donc moi, j'ai vraiment relativisé, parce que c'est ça aussi mon message dans la vie, c'est... Déjà, à 18 ans, j'étais en Nouvelle-Zélande, enfin, à 17 ans, comme étudiante d'échange, et j'ai eu une pleurésie. Donc, ça, c'est une infection de la plèvre, l'enveloppe du poumon. Ça leur a pris du temps pour trouver ce que j'avais. Donc, j'avais une bronchite qui était en train de devenir une pneumonie. Et j'étais loin, c'était le tout début des mails. Donc, ma maman aussi était inquiète, à l'autre bout de la terre. J'ai bouffé du yaourt et des antibiotiques pendant, je crois, 3 semaines. J'avais perdu du poids. Et puis, à un moment, j'étais, Maëlle, va falloir s'en sortir, quoi. Je peux pas juste me laisser péricliter. Et à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Cake, qui avait repris I Will Survive de Gloria Gaynor. Et donc, tous les matins, je me mettais I Will Survive à fond. Et c'est devenu mon rappel pour mon Olvadex tous les jours à 20h. C'est la musique qui sonne. Parce que c'est ça, il faut s'en sortir. Il faut vraiment trouver les ressources. C'est pas toujours facile. Mais voilà, quand on touche le fond, moi, je dis, c'est une très bonne base pour remonter. Parce que quand on nage entre 2 eaux, finalement, on est porté par les courants, alors que quand on est au fond, bam, un bon coup de pied sur le sol et on remonte. Et c'était vraiment ça. Et là, maintenant, j'ai envie de dire aussi que l'hormonothérapie, ça a été très difficile, le démarrage, sous l'étrozole que j'ai dû changer pour du Nolvadex. Tout à fait, oui. Ça m'a fait toucher le fond, psychologiquement, vraiment, état dépressif intense. Mais de nouveau, je crois qu'il a fallu ça pour me désarmer totalement, parce que je suis quelqu'un qui est très fort dans le contrôle, pour me permettre de me dire, voilà, là, je suis à plat, on remet page blanche, qu'est-ce que je veux maintenant faire de ma vie, qu'est-ce que ce cancer m'a appris, parce que, effectivement, celles qui sont déjà de l'autre côté le savent, qu'il y a un avant et un après cancer, mais en fait, quand on est en train de se battre, on pense que après sera comme avant, on va pouvoir reprendre sa vie d'avant. Non. Il n'y a plus de vie d'avant, parce qu'on est marqué à jamais, et parce que, comme tu l'as beaucoup exprimé, on n'a plus la même énergie. Et en fait, c'est bien de pouvoir sélectionner là où on va diriger son énergie. Mais moi, j'avais une grosse carapace, j'étais un peu en hamster, j'étais devenue un peu, parce qu'avec toutes mes activités, je tournais un peu dans ma roue sans finalement me demander pourquoi je faisais toujours aller le moulin, comme cette image de dynamo. Ok, on se recharge, c'est très bien, mais pour aller où? Alors que là, j'ai été forcée d'arrêter la dynamo, d'être à plat et de faire en fait, où est-ce qu'on veut aller maintenant? Et est-ce que tu sais un peu plus, ou tu es en pleine recherche là maintenant? Je suis en pleine recherche. Je sais que plein d'éléments de ma vie sont bien. Je crois que c'est plutôt un problème d'équilibre entre les éléments. Et c'est génial d'être dans ce podcast, parce qu'en fait, j'écoutais jamais de podcast avant. Et puis, au tout début, juste après mon opération et avant la chimio, j'ai été invitée à parler dans un podcast de danse orientale aux États-Unis. Donc j'ai entendu ça. C'est avec trop de mémoire. Je le retrouverai. On mettra ça sur la page. Alicia Freeman. Et au début, j'étais je suis pas du tout dans la danse. Et puis je me suis dit, mais en fait, si, parce que j'ai envie de parler de ça. Et donc j'ai parlé de ça. J'ai parlé du cancer et du fait que c'était important. Et donc j'ai découvert les podcasts et ça a été génial parce que justement toutes mes marches, podcast. Et dernièrement, je vais en faire la promo. C'est un podcast qui s'appelle Change ma vie, outils pour l'esprit. Et il y a, je crois qu'elle en a 180 épisodes, quelque chose comme ça. Et ça va te parler parce que c'est une Française qui a vécu aux États-Unis et qui donc a découvert plein de principes de coaching dont on parlait aux States, mais pas du tout ici.
et elle disait même, notamment il y a de Life Coach School, un truc comme ça, elle disait, c'est californienne, rentre dedans, enfin les Américains sont pas très dans la réserve, dans la modestie, etc. Donc elle disait c'était un petit peu dur parfois à entendre, mais elle adorait les principes. Et donc elle s'est intéressée à tout ça, et donc elle met ça un peu à la sauce française plus accessible. Je mettrai le lien. Génial. Oui. Et au début, c'est plus court avec des exercices pratiques. Après, c'est parfois plus long. Donc, moi, j'écoute des deux. Donc, pour revenir progressivement au milieu. Mais donc, ça, vraiment, c'est un podcast que j'ai adoré. Et alors, oui, voilà, j'ai pris une coach même. Je veux vraiment me donner, profiter de ce congé maladie que je prolonge parce que, non pas c'est un confort, parce que en fait ça a été très difficile pour moi pendant longtemps de me dire quoi, je vais être absente du boulot pendant aussi longtemps et tout, parce que je suis très conscience professionnelle par rapport à mes cours, mais aussi par rapport à ma position d'office manager. Et en fait, comme j'ai touché le fond, je devais recommencer un mois après. Et j'étais non mais là ça va pas du tout, parce qu'en fait je commence seulement à me reconstruire, je commence seulement mon travail de deuil de ma vie d'avant, et donc si j'y retourne maintenant, je vais me prendre un mur, parce que je m'étais réinscrite aussi à une formation de danse, ce qui m'avait bien porté pendant toute ma chimio, et là en fait c'était un peu plus technique, et ça m'a fait péter un câble aussi, parce qu'en fait toute pression me fait péter un câble. Je vais bien aujourd'hui, oui, mais à condition que j'ai mes petites 20 minutes de relaxation à midi et à condition qu'il n'y ait aucune pression. Donc, je dois encore laisser le temps à mon corps, à mon esprit, de trouver l'équilibre avant de retourner au boulot, parce que j'ai un boulot qui est très prenant et très multitask. Donc, en fait, je serais pas du tout capable de gérer tout ça pour le moment. Et la danse, là, c'est marrant parce que les choses viennent souvent à point. J'ai une danseuse brésilienne qui était de passage en Belgique il y a des années, qui m'avait contactée comme ça, et que j'avais accueillie, que j'avais amené un événement et tout. Elle m'envoie un petit message Instagram en disant « Tiens, j'organise un festival, ça me ferait plaisir que tu danses en virtuel. » Au début, j'étais là « Ouh, je suis pas du tout là-dedans. » Et puis j'étais « Ah, mais en fait, c'est peut-être justement le moment de remettre le pied dedans. » Une petite reprise. Une petite reprise, oui, en douceur, un petit projet plus créatif. Parce que c'est ça aussi, là, maintenant, je suis à fond dans les lectures, les podcasts et les machins, mais voilà, il faut pas non plus s'embourber. Il y a moyen de rester longtemps là-dedans. Il faut aussi voir l'après. Donc c'est pour ça que tu dis un peu plus de concret. Un peu plus de concret. Donc c'est vraiment ça. Mais donc là maintenant, t'es concrètement dans l'après. Donc tu sens que tu es en plein dans ton processus de reconstruction. La pression, moi je ressens ça très fort aussi en fait. Je pense que c'est le fait de s'écouter et de ne plus être capable de faire face à toute cette pression. Mais donc voilà, il t'a beaucoup appris. Il m'a énormément appris. Ça a été, ça m'a beaucoup coûté parce que personnellement, moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est la chirurgie, parce que ça va très vite et que il y a pas de retour. Enfin voilà, c'est boum paf, vous n'avez plus de sein. Mais à la fois, je crois qu'il me fallait malheureusement à moi quelque chose d'aussi trash pour m'amener à me remettre en question comme je le fais maintenant. Parce que parfois avant je pouvais me poser en victime, pas de manière à me plaindre tout le temps, mais voilà, j'étais dans un cercle vicieux duquel j'arrivais pas à m'extraire parce que je m'étais déresponsabilisée de ça, et le cancer m'a tellement amenée à me remettre en question que j'ai été obligée. Et alors il y a eu cette conférence, je sais, à laquelle tu as assisté avec Thierry Janssen, enfin c'était en Zoom, mais la Fondation contre le cancer. Oui. Voilà, le cancer est une invitation à prendre soin de soi. Et moi, ça m'a parlé d'une manière très profonde, parce que c'est multifactoriel. Donc, au début, et tu l'as bien rappelé dans ton livre, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oui, mais le cancer, ça veut dire ça et ça. » Et j'étais là, mais allez vous faire foutre, en fait, vraiment. Ça m'horripilait, mais... Parce que c'est pas le moment. En fait, il y a des choses... Enfin, il y a des moments, il y a des stades. Pareil pour dans les lectures. Moi, j'ai pris plein de lectures. Il y a des trucs au début qui m'ont pas parlé. Je suis sûre qu'ils me parleraient maintenant. Mais ça, c'est dans la vie aussi. Même, je me souviens, en tant que danseuse orientale, j'avais vu des trucs. Au tout début, j'étais, c'est moche, ça. Et puis après, j'étais, mais en fait, non, ça, c'est une experte. Donc, les goûts évoluent. Et c'est ça, en fait, il faut vraiment, de manière régulière, se remettre en question sur ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, là où on veut aller. Et on est souvent pris dans un train-train qui nous empêche de le faire. Et donc, en fait, c'est la psy aussi de Saint-Jean qui m'a beaucoup poussée à faire ça, parce que donc il y a un soutien psychologique, j'imagine que tu as eu accès. Moi, j'en voulais pas pendant la phase des traitements. Oui, c'était une possibilité. Bon, j'ai choisi d'autres voies à l'extérieur, mais c'était une possibilité. Et moi, ça me parlait pas du tout. Sauf qu'à un moment, l'hormonal a quand même, quand il a fallu se dire, waouh,
Donc maintenant, je suis en ménopause, alors que j'ai pas 40 ans, ça va durer 5 ans, je vais avoir mal partout, moi je suis danseuse, enfin, là ça a été difficile. Et vraiment, elle m'a vraiment incitée, elle était là, mais prenez le temps, c'est une parenthèse inespérée, parce que, on peut pas vraiment dire espérée d'un cancer, mais une parenthèse incroyable, pour pouvoir prendre soin de vous et penser à ce que vous voulez faire. Et tant de patientes recommencent trop vite et s'épuisent et n'ont plus le courage. Et clairement, pour moi, cancer, j'en veux pas deux, quoi. Oui, je suis contente du travail que je fais maintenant. Je vois un futur meilleur que ce qu'il aurait été si j'avais continué dans ma petite roue de hamster, mais à un prix quand même qui n'est pas négligeable. Et donc, le cancer du sein se soigne bien, mais c'est pas rien. On va clôturer comme ça. Est-ce que tu veux clôturer avec une phrase ou une idée ou un propos ou une citation que tu aimes ? Je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de le redire parce que vraiment, ça m'a parlé. C'est le cancer est une invitation à prendre soin de soi. Je ne sais pas si c'est de Thierry Jensen ou il l'a pêché ailleurs, mais moi, ça m'a beaucoup parlé. Ce qui m'a beaucoup parlé dans cette conférence aussi, c'était une citation, mais je ne sais plus de qui. Il a dit « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue, elle vaut la joie d'être expérimentée ». Voilà, ça c'est une magnifique conclusion. Merci Maëlle. Merci Delphine. Alors avant de clôturer vraiment ce podcast, je vous invite à aller voir la page de Maëlle sur mon site. Alors l'adresse du site se trouve en description du podcast. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet podcast. J'ai mis plein de vidéos quand elle danse, c'est d'une beauté, d'une sensualité extraordinaire. Son sourire est vraiment contagieux. Alors moi, je ressens de la joie quand je la vois danser. C'est vraiment fascinant. Et elle fait des danses avec des grands voiles. C'est sublime. Et puis je vous cache pas qu'on a vraiment envie de s'y mettre aussi tellement c'est entraînant. Alors il y a aussi une vidéo terriblement touchante et j'avoue que j'ai versé quelques larmes que ses amis et sa famille lui ont faites pendant sa deuxième chimio, enfin pour sa deuxième chimio, on va dire. Comme elle était entièrement seule à cause de la pandémie, cette vidéo lui a remonté le moral et moi je pense que je la regarderai souvent quand j'ai pas le moral. Alors vraiment, vraiment, je vous invite à aller découvrir toutes les danses de Maëlle, c'est absolument sublime. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.